France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, revoir le français Claude Monet et découvrir l'américaine Joan Mitchell. Il est décédé quand elle est née. Leurs paysages font actuellement connaissance. La fondation Louis Vuitton fait dialoguer leurs œuvres dans une première exposition Monet-Mitchell et présente aussi une cinquantaine de tableaux de l'œuvre de l'américaine encore méconnue en France. 12h50, entrée dans le monde très secret des grandes fortunes en ouvrant les livres de l'historien Fabrice d'Almeida, auteur d'une histoire mondiale des riches, chez Plomb, et en lisant Succession, la nouvelle enquête des journalistes Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Un film de Stéphane Guez, dont vous allez entendre un extrait, raconte la vie de cette femme incroyable, Joan Mitchell, une femme dans l'abstraction. Le film sera diffusé le 23 octobre sur Arte. Artiste géniale, méconnue en Europe, Joan Mitchell, reine de l'abstraction américaine, s'expose en ce moment avec Claude Monet, un sage de l'impressionnisme à la fondation Louis Vuitton. En partage, un goût pour les paysages et les couleurs. Dans quelques instants, nous rejoindra la co-commissaire de cette exposition Monet-Mitchell, Marianne Mathieu, également directrice scientifique du musée Marmottan, Monet, qui a présenté et proposé, offert une bonne partie des tableaux de Monet présentés actuellement dans l'exposition. Et déjà à mes côtés, Florence Bensadoun. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour, journaliste et critique cinéma, auteur du livre Joan Mitchell, La fureur de peindre, qui paraît chez Flammarion. On va revenir sur l'œuvre de cette femme, Joan Mitchell, américaine, peintre de l'abstraction, mais on va d'abord, je vous propose, l'écouter. Ils me traitent de sauvage en Europe parce que je suis direct. Je dis ce que je pense, ce qu'on n'est pas censé faire. Il faudrait être diplomate, ce qui revient pour moi à être hypocrite et à mentir. Il y a plein de choses que les femmes ne peuvent pas être. Être sauvage en fait partie. Sauvage, on aime la manière dont elle le dit, et dont on la voit, on la rencontre dans ce film documentaire de Stéphane Guez à voir sur Arte. C'est vrai qu'elle était sauvage, hein. C'était une lionne, cette femme, hein, n'est-ce pas ? Ah oui, c'était un personnage extraordinaire, d'une complexité folle, parce elle a une réputation qui la précède. On dit d'elle, justement, qu'elle était brutale, elle a été alcoolique, donc ça déclenchait parfois de sa fureur aussi, mais c'était aussi une femme excessivement cultivée, intelligente, drôle, fragile, très fragile aussi. Donc elle se définissait elle-même, elle se séparait en Big Joan et Little Joan. Et là, c'est Big Joan qui est sauvage, qui dit aux gens ce qu'elle pense d'eux. Et Little Joan, elle peint. Ouais. Et elle disait souvent d'ailleurs qu'elle laissait Big Joan, la grande Joanne, aux portes de l'atelier. Oui. Hein, c'est la Little Joan qui peignait. Oui. Mais vous évoquez aussi ces fureurs intempestives qu'on retrouve dans sa peinture, qu'on retrouve réellement sur ses toiles, d'où le titre que vous donnez à ce livre, récit que vous lui consacrez, Joan Mitchell, La fureur de peindre. Il faut quand même dire que c'était aussi une lady painter. Hein. Elle aurait dû être française, homme, et morte pour réussir. Oui. Elle le sait, elle le rappelle. Pas facile d'être une femme dans ce monde très masculin, un peu misogyne, de la peinture du milieu du XXe siècle. Hein. Oui, ça se passe aux États-Unis, puisqu'elle est née à Chicago en 25. Très vite, elle décide d'être peintre. C'est une volonté d'elle, petite fille, mais elle va vers l'abstraction vers les années 50 à New York. Elle est entourée de Willem de Kooning, de Philip Guston, de Franz Klein. Et au milieu de tous ces hommes, elle pousse la porte. On me disait d'elle qu'elle rentrait comme Katharine Hepburn dans un saloon en faisant claquer les portes. Et elle a réussi à surtout être aussi bonne peintre que les hommes, et elle voulait effacer. Pour elle, être peintre n'était ni mâle ni femelle, c'était être peintre avant tout, c'était vraiment ce qui dépassait tout. Et il y avait peu de femmes. Vous savez, il y a eu une grande exposition montée par Léo Castelli au début des années 50, qui a eu un grand retentissement. Il y avait 71 peintres américains, 11 femmes, et à l'arrivée, on en connaît 3. Lesquels ? Lee Krasner, Hélène Frankenthaler, Joan Mitchell, bien sûr, Hélène de Kooning aussi, elle est 4.
Alors, qu'est-ce qu'elle met dans sa peinture? Qu'est-ce qu'elle jette sur la toile? Quelle fureur ou quelle furie! Il y a la difficulté de s'imposer comme femme, peintre, artiste à cette époque, mais il y a aussi des blessures d'ego, des blessures d'enfance qui reviennent peut-être à sa relation avec son père, hein, Oui. entre autres. Hein. Oui, je pense qu'il y a une grande histoire avec son père. Donc son père qui était un elle vient d'une famille très bourgeoise, du Michigan. Lui, c'est un très grand dermatologue. Sa mère est une grande poétesse, mais qui reste, un peu, quand même la femme de son mari toujours, d'une famille riche, hem et son père n'est pas du tout heureux d'avoir une deuxième fille, d'où son prénom Joan, heu, parce il rêvait d'un garçon et il va l'éduquer comme un garçon tout en lui disant toujours: «Tu ne réussiras jamais puisque tu n'es qu'une femme. Tu ne parleras jamais aussi bien français que moi. Tu ne sauras jamais aussi bien dessiner que moi» et elle a entendu tout ça, bien sûr, elle a bravé ce que son père lui disait et puis, elle a décidé d'être peintre abstraite puisque son père ne pouvait rien en dire sur l'abstraction. Il ne connaissait rien. Et puis, on va peut-être aussi préciser qu'elle a eu 2 vies, une vie américaine et Oui, une vie française. En 1955, elle décide de s'installer, à Paris et elle va, faire la connaissance d'un homme dont elle va tomber follement amoureuse, Jean-Paul Riopelle, qui est lui aussi, artiste. Ils vont entretenir une passion, flamboyante, hein, oui. et destructrice aussi. Mais je pense qu'elle était une femme, ce que j'aime beaucoup chez elle aussi, très libre et très passionnée. Elle avait déjà eu une grande passion aux États-Unis avec un autre peintre, avec Michael Goldberg. Et quand elle rencontre Riopelle, d'ailleurs, elle vient en France parce que Riopelle vit en France. Lui, il est canadien. C'est une star à l'époque. Elle est une jeune peintre. Elle décide. Enfin, ils décident ensemble, c'est une vraie rencontre. Ils vivent un grand amour et elle reste en France. Ils restent ensemble 24 ans. Mais quand ils se séparent, elle reste vivre en France. Mais alors vous la rencontrez, comment, Florence Bensadoun? Pas, par le cinéma qui est votre spécialité, c'est une réelle rencontre à travers l'œuvre de cette peintre. C'est pas la femme que vous avez connue d'abord, mais vraiment sa peinture, C'est-à-dire que moi, je ne savais pas du tout qui elle était il y a plus de 10 ans, je comme l'avoue. nous tous Voilà. et on l'avoue tous. Et j'ai rencontré un tableau. Un tableau et j'ai eu un choc physique que je souhaite à tout le monde d'avoir. Lequel? Comment? Quand? Parce que voilà, donc août 2007, dans l'Atrium du MoMA, où les expositions changent très souvent, il y a un diptyque. Je m'approche de cette peinture comme une visiteuse absolument normale d'un musée et j'ai des frissons, et j'ai froid, et j'ai chaud, et je crois que c'est la climatisation de New York qui est très forte. Je ressens quand même quelque chose de particulier. Je continue le MoMA et je dis redescendons voir cette œuvre. Et là, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de. Je rentre, je m'approche et je rentre dans la toile, dans la couleur, dans les coulures et je nage. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit là, il s'est passé quelque chose de fascinant. Qui est John Mitchell? Et je pense que c'est un homme, je ne sais pas, parce que je pense à Miro. Et j'ai commencé à lire, et, et je me suis laissée guider au fil. J'ai rencontré énormément de gens par le plus grand des hasards qui l'ont connue. Et j'ai commencé à remplir des cahiers de notes sur elle pendant des années. Cette œuvre s'appelle comment? Pardon? Cette œuvre, s'appelle comment? C'est une grande vallée. Une grande vallée. Une Est-ce des qu'elle est grandes vallées. présentée actuellement dans la rétrospective Oui. que la Fondation Louis Vuitton, consacre à cet artiste John Mitchell? Oui, ils ont même accroché 10 grandes vallées ensemble. C'est extraordinaire au dernier étage de la fondation. C'est éblouissant d'être au milieu de ces 10 grandes toiles. Il y a des diptyques, des toiles simples. C'est magnifique. Donc vous nous invitez à y aller et à avoir Absolument, le c'est même choc éblouissant. Il ne faut émotionnel pas que louper vous. cette exposition. Voilà, et si ça nous fait pas le même effet tout de suite, peut-être qu'il faut y réessayer, y retourner à 2 fois. Elle n'aimait pas raconter, elle n'aimait pas expliquer, elle n'aimait pas théoriser sur son art, hein, John Mitchell. Elle aimait peindre. J'ai dévoré les nombreux livres d'experts. Racontez-vous, écrivez-vous dans ce livre John Mitchell, La fureur de peindre, Florence Bensadoun. J'ai dévoré de nombreux livres d'experts, j'ai traqué les interviews, les images et le peu de vidéos sur Internet, croisé les informations glanées. Je n'analyse pas ici son œuvre, ni ne la décortique, je ne dis même pas que je la comprends, je la ressens, et une chose est sûre, sa peinture est lisible pour moi comme l'écriture d'un romancier. Avec John Mitchell, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut ressentir, hein, Oui. c'est le principe de son œuvre. On va l'écouter, elle savait créer des émotions avec sa peinture, elle aussi inviter le regardeur à se plonger, à tomber en immersion dans ses œuvres.
Les enfants perdent leur sens visuel vers 5 ou 6 ans. Nous, les peintres, on est retardés. On a conservé ce sens. On adore tout ce qui est visuel. Vous, les gens intelligents, vous avez perdu ça. Je peux apprendre à n'importe qui, littéralement n'importe qui, à peindre ou à dessiner. Mais arriver à créer une émotion à travers la peinture, c'est totalement différent. On vient d'entendre John Mitchell, extrait une fois encore du documentaire de Stéphane Guez, John Mitchell, une femme dans l'abstraction, présenté sur Arte le 23 octobre pour la date de diffusion et à voir dès maintenant sur arte.tv. C'est un art de la sensation, hein, John Mitchell. Oui. Elle, justement, elle dit qu'elle ne part pas de la nature, elle va vers la nature. Et en fait, ce qu'on ressent, enfin, ce que je ressens, je peux pas peut-être généraliser, mais je pense, depuis le début de l'exposition, beaucoup de gens m'en parlent, on sent son souffle, un souffle vital. Elle ne décrit pas un chant ou un tournesol ou des tilleuls, elle vous amène à ressentir que vous êtes devant cette nature-là. C'est quelque chose de... C'est l'écho que ça fait en vous plutôt que d'identifier, puisqu'en fait, on n'identifie absolument rien. Et d'ailleurs, ces toiles ont très peu de titres. Elle n'aimait pas les titrer du tout, parce qu'elle n'aimait pas que le cerveau empêche de ressentir. Et elle n'aimait pas signer non plus. Elle n'aimait pas signer non plus. Pour pas parasiter, là encore, la lecture de l'œuvre, ou en tout cas notre capacité à s'y plonger. Marianne Mathieu, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes co-commissaire de l'exposition Monet Mitchell, présentée actuellement à la Fondation Louis Vuitton. Alors, Claude Monet, est-ce qu'on peut dire que lui aussi, c'était un art de la sensation ? On a retrouvé ces mots de lui dans une lettre de 1912. « Je sais seulement que je fais ce que je peux pour rendre ce que j'éprouve devant la nature et que le plus souvent, pour arriver à rendre ce que je ressens, j'en oublie totalement les règles les plus élémentaires de la peinture, s'il en existe toutefois. Bref, je laisse apparaître bien des fautes pour fixer mes sensations. » C'est un point commun entre John Mitchell et Claude Monet. Et on va revenir sur les autres associations possibles ou dissociations entre ces deux peintres. Ce sont des artistes de la sensation. Alors oui, on peut le dire comme ça. Et pourtant, et d'ailleurs on le voit bien dans l'exposition, Monet et Mitchell sont singulièrement, profondément, totalement différents. Mitchell, comme vous le disiez très très justement, est une artiste qui va se nourrir de la nature et tout un processus d'intériorisation, j'allais dire d'autobiographie, va s'imprimer en elle, va d'ailleurs se conjuguer avec ce qu'elle appelle ses musiques à peindre, avec la poésie, pour créer cette réminiscence, quelque chose qui va sortir d'elle-même. Monet, lui, est un œil, comme le disait Cézanne, mais quel œil. Et donc il va regarder la nature et essayer de percevoir ce qu'il appelle cette sensation finalement. C'est au terme de sa vie, parce que là on est vraiment à un Monet qui va bientôt rendre l'âme. Ce n'est plus peindre le paysage, mais c'est peindre les éléments. C'est peindre l'air et c'est peindre la lumière. Et juste pour terminer, Mitchell nous parle d'elle dans sa peinture. Monet ne nous dit rien de lui. Il nous parle de sensations, il nous parle de la manière dont il perçoit le paysage, mais de son intériorité, de son vécu, de son quotidien, il ne dit mot. Et c'est vrai que ça se voit dans leur démarche de peintre même, c'est-à-dire que l'un, Claude Monet, peignait à l'extérieur, il sortait son chevalet dans le jardin, l'autre, John Mitchell, en intérieur, c'est son atelier qui est son espace intime. Ces deux paysagistes qui ont deux démarches aussi différentes dans cette rencontre avec la nature. L'un va vers elle et fixe son impression, et John Mitchell, elle rapporte ses impressions, et ses peintures sont presque des œuvres de remémoration. « I carry my landscape around with me », disait-elle en anglais. « Je porte mes paysages autour de moi aussi, hein, et elle les avait avec elle. » Il est décédé
Claude Monet, quand elle est née, 1926-1925, mais ils ont vécu juste à côté, en tout cas un moment de leur vie, à Giverny pour Monet, à Vétheuil pour Mitchell, et ce sont deux communes qui se jouxtent. Vous montrez les échos dans cette exposition Monet-Mitchell entre leurs œuvres, à un demi-siècle d'intervalle. Il y a quand même une forme de transposition, vous diriez, un même paysage pour deux pages différentes de l'histoire de l'art. Alors effectivement, ce sont deux artistes qui se nourrissent de la nature. Et cette nature va être, j'allais dire, le socle commun qui va les amener à créer et à créer quelque chose de très singulier, c'est-à-dire un univers pictural, un monde de peinture. Lorsqu'on regarde un Mitchell, lorsqu'on voit un Monet de la dernière période, évidemment, on ne voit ni Vétheuil, ni Giverny. On voit ce monde de couleurs, ce monde de lumière, ce monde de création. Qu'est-ce qu'ils ont l'un et l'autre ? Eh bien, ils ont d'être des enfants du pays, ces peintres du terroir, où l'un et l'autre vont faire de cette petite partie de l'Île-de-France leur havre. Ils vont l'un et l'autre vivre cloîtrés pour créer cette œuvre et se baigner de cette lumière de l'Île-de-France, d'où une palette qui effectivement se retrouve d'une œuvre l'autre et leur permet d'ailleurs de dialoguer l'un et l'autre souvent. Alors, ce qui est drôle, Florence Bensadoun, c'est que John Mitchell, elle voulait pas du tout de ce rapprochement. Cette filiation, elle l'a rejetée d'emblée. Elle l'appelait pas Monet, mais Monette, pour le rabaisser, le rabrouer un peu. Elle n'aimait pas ses couleurs, disait-elle. Elle parlait presque d'une coïncidence malheureuse dans ce choix du lieu où elle avait acheté, elle, sa maison parce qu'elle aimait la vue, mais pas par amour pour Monet, c'est un peintre, j'allais dire un prince, mais un peintre qu'elle n'adoube pas d'une certaine manière dans sa démarche à elle. Oui, c'est assez étonnant. Elle ne supporte pas la connexion géographique. Comme elle habite à Vétheuil, en face de Giverny, et que Monet a habité Vétheuil aussi un siècle auparavant, elle n'aime pas l'idée et que la maison qu'il a habitée, elle la loue pour son jardinier d'ailleurs, et qui est en bas de la maison qu'elle habite. Elle n'aime pas ça du tout. Pourtant, et elle aime Van Gogh. Et elle n'a pas été habitée là où habitait Van Gogh du tout. C'est un hasard. Et ce hasard, elle le porte comme une croix. Et elle dit quelque chose de très drôle dans une interview à une critique d'art américaine qui vient la voir à Vétheuil. Elle s'agace de cette comparaison. Et elle dit, mais vous savez que Dubuffet, qui habite rue Henri Matisse, veut débaptiser sa rue. Parce qu'elle habite aussi avenue Claude Monet. Donc ça faisait beaucoup pour elle. Voilà. Mais en même temps, il est intéressant de les rapprocher parce que ça raconte quelque chose de l'histoire de l'art, Marianne Mathieu. Les mots sont choisis, vous exposez aussi, vous racontez à travers les œuvres présentées, la disposition que vous en faites. Vous montrez que Monet, par cette recherche permanente qu'il avait aussi d'expérience d'immersion dans sa toile, il est en ce sens-là aussi possible de faire dialoguer ces deux œuvres et ces deux artistes. Oui, il était important de les faire dialoguer, mais justement, j'allais dire, pour rendre justice à John Mitchell, évidemment, lorsqu'on vit à quelques pâtés de maison l'un de l'autre et qu'on est deux géants, et qu'on est le plus jeune, on vous sert du Monet matin, midi et soir, et il est bien naturel que John Mitchell s'en soit défendu au risque et au mépris de la mauvaise foi. Mais c'est la même chose pour Monet. Lorsqu'on disait à Monet, qu'on prononçait le nom de Turner, qui est systématiquement requis lorsqu'on évoque Impression Soleil Levant, il s'en défendait vraiment de manière tout à fait véhémente. Donc quand on parle de maître, quand on parle d'artiste dont le chemin est de faire une œuvre singulière, eh bien effectivement, créer une paternité, une maternité est quelque chose qui entrave la créativité et donc c'est quelque chose de normal. D'autant, j'ai une question un peu naïve, pardon, mais c'est vrai qu'on a parlé de la vie américaine de la vie française de John Mitchell, mais Claude Monet a eu aussi sa période américaine, dans le sens où c'est les œuvres de la dernière partie de sa vie de peintre ont très bien marché aux États-Unis. Est-ce qu'il a pu, lui, être influencé aussi par une peinture américaine ? Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Fondamentalement, disons que c'est un petit peu le contraire. Monet
Pour nous aujourd'hui, qui c'est ? Monet est le peintre des nymphéas. Monet est le peintre de l'orangerie. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'il décède, le 5 décembre 1926, le monde entier ignore que les nymphéas existent. Depuis que Monet a fait construire cet immense atelier à Giverny, il est resté cloîtré chez lui et il a refusé de les exposer. En 1927, son fils livre à la nation les décorations qu'il a prévues pour elle, ce qu'on appelle aujourd'hui, Sa grande décoration, les nymphéas, au les musée de l'Orangerie. Et là, scandale. Cette peinture, qui est un monde d'harmonie, est considérée comme un suicide plastique. Les avant-gardes sont les plus véhémentes, les Américains au premier chef. Et donc Monet entre au purgatoire de l'histoire de l'art. Son fils Michel, d'ailleurs, se retrouve avec un patrimoine qui ne vaut plus rien, ce patrimoine artistique. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, émergent ces jeunes peintres américains, dont John Mitchell. Et les critiques américains, dont Alfred Barr, qui avait dit que le dernier Monet était véritablement une impasse, identifient une mystérieuse correspondance entre cette jeune peinture et celle de Monet. Et on redécouvre Monet à l'aune de cette jeunesse américaine. Et donc, que vont faire les critiques d'art américains, les directeurs de musées américains ? Eh bien, ils vont créer un pont symbolique entre la grande histoire de l'art européenne et la jeune histoire et triomphante histoire de l'art américaine, et donc acquérir ces œuvres ultimes de Monet qui vont aller aux États-Unis et qui vont là être, j'allais dire, entourées de leurs enfants adoptifs. Et John Mitchell, comme tous les peintres de cette génération, sera considéré comme une descendante de Claude Monet. Dont les fameux 3 panneaux de l'Agapante que vous présentez actuellement à la Fondation Louis Vuitton et qui ont été peints entre 1915 et 1926 par Monet et qui sont, il faut le dire quand même aujourd'hui, dispersés dans 3 musées américains. Ces 3 panneaux ne sont pas en France. Vous les avez fait venir pour l'exposition, mais ils sont, et ça raconte cette vie américaine aussi de Monet. En ce moment, ils habitent dans des musées américains. La vie du dernier Monet est une vie américaine. Donc, les nymphéas de l'Orangerie sont ouverts. On considère que c'est un suicide plastique. Personne ne va visiter les nymphéas de l'Orangerie. Et donc, tous les panneaux, les centaines de panneaux que Monet a peints, restent à Giverny. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, ils sont vendus et l'État français n'en acquiert aucun. Et donc, qui en achète ? Quelques Suisses, beaucoup d'Américains, et les autres restent à Giverny, et leur fils en fera don au musée Marmottan-Monet. Et donc, tous ces Monets qui sont des Monets que personne n'a vus, qui sont cette histoire américaine, eh bien, il fallait les réunir aujourd'hui à l'exposition, car ce sont ces Monets-là que John Mitchell aura pu voir. Voilà, et c'est ce que vous faites. Et pour vous, dans sa dernière période, quand même, il faut le souligner, Marianne Mathieu, Claude Monet a ouvert une voie. Laquelle ? Peut-être cette voie par son geste qui s'est retrouvée ensuite au fondement de la peinture abstraite américaine, notamment. John Mitchell, de son côté, et on terminera là-dessus, Florence Bensadoun, ses influences, elle en cite une principalement, c'est Matisse. Si j'avais pu peindre comme Matisse, je serais au ciel, dit-elle. Elle était là, sa référence, mais aussi Kandinsky, Mondrian, Cézanne, Rembrandt, Van Gogh. Voilà pour les peintures qui ont habité son Et elle a fait un geste qui me semble un geste magnifique parce qu'elle est déjà très malade. On est en 92 et elle a déjà un cancer et elle veut aller à New York pour aller voir la première grande rétrospective de Matisse au MoMA, Many Moods of Matisse. Elle descend de l'avion, elle s'évanouit, elle va voir l'exposition de Matisse en chaise roulante où elle fait rire beaucoup ses amis et elle décide de reprendre l'avion, le Concorde, pour rentrer en France pour mourir. Et ça, c'est une question, cette femme américaine, très américaine quand même, qui a vécu 30 ans ici, est revenue mourir à Paris. La rétrospective John Mitchell et l'exposition Monet Mitchell sont à voir actuellement à la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu'au 27 février. Merci Marianne Mathieu, Florence Bensadoun d'être venue nous en parler. Ne bougez pas, il est 12h26 sur France Culture et c'est musique.
Taking my baby to school, then I pray for it. Cause you bitches ain't never been cool. Writing testament, painting pictures, put me in the Louvre. That's a definite universal shift. I'm in the groove. A celebrity do not mean integrity, you fool. I'm a good man, shake your hand, firm grip rule. 72 wins, lost 10. Ballin' with the flu, more than 2 M's for a show, but add another 2. Little man, the big man's the GT down and flipping the kickstand. Rich nigga, broke phone, trying to keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Hey, bitch, I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fasting. Bitch, I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fasting. The morality can wait, feedback on low latency. I'm glitching from the face as my thoughts grow sacredly. I'm running out of space, ask Winnie, she okay? Never mind 100K, why you lying on Benjamin? He turning in his grave, I'd be lying if I said I wouldn't get it. Shit away, the aloof Buddha, I'm Christ with a shooter. Praise to Muhammad, I might nigga lose ya. AP, Michael Friedman, my friend's cooler. Primary, so the resale face stupid. I would never live my life on a computer. IG get you life for a chickabooya. More power to ya. Love him from a distance. Why you always in the mirror more than the bitches? And my cousin tried to sue me like he got the privilege, but I didn't lose sleep cause I got the spirit. Hey, rich nigga, broke phone, trying to keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Hey, bitch, I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fasting. Bitch, I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fasting. Le nouveau roi du hip-hop, Kendrick Lamar, extrait de son nouvel album Mr. Moral and the Big Steppers, sorti en mai dernier. Kendrick Lamar débarque à Paris pour les fans. Il sera les 21 et 22 cette semaine, 21 et 22 octobre, à l'Accor Paris Arena pour 2 concerts exceptionnels dans le cadre de sa tournée The Big Steppers Tour. Et là, on vient d'entendre un titre extrait de ce dernier album, Rich Spirit, mise en bouche pour notre book club du jour. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour Olivia, oui, aujourd'hui on fait tout comme monsieur Lamar, Kendrick. De son prénom, on parle d'argent, de gros sous, de grandes fortunes et de leur univers impitoyable. Avec les journalistes Vanessa Schneider et Raphaël Baquet et l'historien Fabrice D'Almeida. Et via notre hashtag Book Club Culture, vous pouvez déjà retrouver un choix de 3 sagas familiales où l'on se déchire à propos de patrimoine, d'héritage et d'argent. Voilà, Rich Spirit, est-ce que c'est un état d'esprit ? On vous donnera la réponse dans notre Book Club à partir de 12h50. Merci beaucoup.